Nouvel épisode de Cheap Thrills et nous allons vous parler dans cet épisode du PIF, du Paris International Fantastic Film Festival. Ça sera une boucle qui va se boucler, Geoffrey, puisque dans notre premier épisode, dans notre épisode pilote, nous vous avions déjà parlé du PIF. C'est un peu l'anniversaire. C'est un peu la tradition, c'est un peu l'anniversaire. Sauf que l'année dernière, on vous en a parlé en février. Comme on était très à la bourre. Cette année, on a fait un effort. Alors, je ne sais pas quand ça va sortir. Ça devrait sortir rapidement. Mais normalement, on ne devrait pas être très très loin du compte. Vous voyez qu'on commence quand même à... Déjà être long, comme d'habitude. Oui, alors, on verra bien. Donc voilà, allons-y pour le PIF. Et top générique. Donc bienvenue dans Cheap Thrills, dans cet énième épisode de Cheap Thrills, le deuxième qu'on consacre au PIF, celui de 2007 cette fois-ci. Nous sommes heureux de sortir déjà cette émission alors que on sort du PIF que depuis quelques jours, donc c'est assez frais dans notre tête. Gilles, toi t'as profité de pas mal du PIF. C'est pas faux, c'est pas faux. T'en as vu 10, j'en ai vu 5. Ouais. Donc aujourd'hui c'est un peu l'émission de Gilles. Allez, pour toi, celle-là, okay. C'est ton show. J'ai pas vu tous les films du PIF, hein. J'en ai vu quelques-uns quand même, parce que j'ai un emploi. Hein, si une vie personnelle. Une vie personnelle, hein, j'ai une intimité, faut me respecter mon intimité. Non, mais garde-la pour toi. Ah, ben, ok, d'accord. Ça sera dans les bonus. Hein. Ouais. Et bah oui, on va vous parler du PIF. Voilà. Très très bonne édition cette année. L'année dernière, on avait quelques réserves. Oui, quelques réserves. Par rapport à la programmation, et on avait des choses à redire. Cette année, vraiment. C'était pareil pour l'étrange, j'avais eu des... Là, ça fait du bien. Une belle prog. De toute façon, quand la programmation a été annoncée, on a un peu tous hurlé en disant c'est incroyable, notamment pour un film dont on va parler à la toute fin. Un petit indice. Voilà. Non, c'est pas téton gauche l'indice. Hein, je pensais que c'était je gratte mon micro. Ah merde, pardon. Ah ouais, pardon. Donc voilà. Pardon. Donc on va commencer dans pas longtemps, mais tout de suite on peut commencer par la bande-annonce du PIF. Et on revient après. Donc voilà. Hein. Voilà, belle bande-annonce, belle musique. On ne se lasse jamais de la voir, de toute façon. Dans le même, avec la musique du même style que notre générique, du coup, mine de rien. Exactement. Notre musique de Yann Cléophas, d'ailleurs, hein, toujours. Donc, respect. Salut Yann, si tu nous entends, c'était Zoubi. Donc, est-ce que tu vas commencer, Geoffrey, ou c'est moi qui... Tu commences, parce que c'est marqué sur ma petite feuille. D'accord, ok. Donc, tu vas commencer avec un film, en gros, qui était à la croisée de deux événements au Max Linder, c'est-à-dire les 30 ans du Max Linder. Exactement. Bel événement dans lequel j'ai pu voir notamment Hit en 4K. J'étais particulièrement heureux. Et évidemment le PIF. Ouais, et moi j'ai vu notamment
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Vénard. Un magnifique film qui sortira en janvier. Janvier, ouais, mi-janvier. Franchement, extraordinaire film. Voyez-le, je crois que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. C'est une tuerie. Enfin, moi, j'ai adoré, en tout cas, je ne sais pas, vous me direz. Laissez votre avis dans les commentaires. Claquez un like. Calme-toi. Excuse-moi. Et donc, oui. Et donc, dans cet événement des 30 ans du Max, pour finir, faire le lien entre les 30 ans du Max et le PIF, pour se passer le flambeau, si vous préférez mieux. Nous avons eu droit à A Ghost Story. Oui, en avant-première, du coup, parce qu'en fait, les 30 ans, c'était plein d'avant-premières. Et du coup, le PIF a commencé par une belle avant-première, un film qui était quand même pas mal attendu. Oui, parce qu'il avait eu des super bons retours. Il était passé, je crois, à Toronto, si je ne m'abuse, je crois. Il avait eu des très très bons échos. C'est un film de David Lowery, A Ghost Story. Donc, alors... c'est un film qui était osé, je pense, à passer en avant-première, puisque c'est pas un film fantastique classique, c'est un film fantastique qui est très indé, qui est très arty, assez cérébral. Comme un peu l'horreur qu'on voit pas mal maintenant. Oui, voilà. Mine de rien, tu vois. Ce qu'on appelle elevated genre, c'est bullshit total. Ouais, genre The Witch. Ce produit marketing. Alors, c'est des super films en demeurant, mais bon, ça n'a rien de différent de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est juste que c'est des films qui sont conscients que ce sont des films de genre. Et un film de David Lowery, donc, qui avait fait Les Amants du Texas en 2013, et qui a réalisé Peter Elliott le Dragon. Donc c'est pas du tout un habitué du genre du coup. Non. Il avait fait Peter Elliott le Dragon en 2016. C'était le film qui se rapprochait le plus de quelque chose de fantastique. T'avais plutôt bien aimé en plus, je crois d'ailleurs. C'était un film pour Disney, donc qu'il avait fait. Donc Les Amants du Texas en 2013, qui était déjà un film avec Rooney Mara et Casey Affleck, qui sont les deux protagonistes du film. Quand David Lowery sort de Peter Elliott le Dragon, 2 jours après la fin du montage de Peter Elliott le Dragon, il commence directement à Ghost Story en fait. Ah oui, il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas eu de transition du tout. Il passe d'un film pour enfants. Voilà, où il y a énormément de contrôle de la part de Disney. Donc un film où il est quand même avec un filet de protection, où il sait que s'il y a la moindre merde, ça va être repris avec le budget de Disney et tout ça. À un film qui est beaucoup plus osé. L'histoire, c'est... Ça doit faire du bien, justement. Alors... Justement, je vais y revenir. Le truc, c'est que... Non, mais c'est intéressant, justement. L'histoire, juste pour vous remettre le truc en situation, ce sont 2 personnages. Alors, on les appelle C et M. Casey Affleck, c'est C, Rooney Mara, c'est M. Ils n'ont pas de nom, en fait, dans l'histoire. Ils n'ont pas de nom. Bon. C'est un couple, en fait. On les suit au début du film. C'est très peu développé, l'histoire du couple. Au début, c'est vraiment juste pour comprendre qu'ils sont très fusionnels, il y a vraiment un rapport fort entre eux, mais tout est joué dans les mouvements, dans les situations. Il y a très très peu de dialogue. Et juste au moment où on commence à s'habituer à ce couple-là, le personnage, je spoil pas, le personnage de Casey Affleck meurt dans un accident de voiture. Casey Affleck qui meurt. Voilà. Donc il a un accident de voiture et on le voit donc sur la table de la morgue dans l'hôpital, et il se relève sous le drap mortuaire de l'hôpital, et en fait il passera tout le film comme ça sous ce drap en fantôme avec 2 trous à la place des yeux. C'est assez osé, comme dans Pac-Man. Hein, ouais, Pac-Man, ou même dans le costume le plus pratique, le plus simple d'Halloween pour les gosses. Exactement. Ou E.T. par exemple aussi. Exactement. Et, alors au début on se dit c'est un peu étrange et c'est un peu simplet quoi. Ouais. Mais en fait ça marche extrêmement bien. C'est un film qui est très très touchant. C'est un film. Alors c'est pas un film sur le deuil. Le deuil c'est le début du film. C'est la réaction, c'est ce qui va se passer à la suite de sa mort, parce que lui il revient dans sa maison, il est attaché à sa maison. Donc il y a tout un dialogue là-dessus. Il y a tout un discours sur la hantise et ce que c'est que d'être un fantôme, est-ce que c'est d'être attaché à un lieu. Oui, mais c'est surtout un film sur... c'est un film d'horreur existentielle en fait. C'est un film sur ce que c'est que d'abandonner des choses et de voir le temps passer autour de soi en fait, et de voir la terre en fait qui tourne et qui vous laisse en fait sur place et qui évolue sans vous. Et intéressant ça. Et en fait, on a rarement vu ça. Ouais, voilà, c'est surtout l'histoire d'un mec qui est témoin de plein de périodes qui vont se passer. Mais quoi. Du coup, comment ça se passe en fait? Tu l'entends penser, il parle? Non, il n'y a pas de mots du tout. C'est juste un drap. C'est juste lui dans un drap. Donc, il prouve que c'est Casey Affleck qui est en dessous du drap. Justement, le truc c'est que il a été là sous le drap pendant un certain temps, mais tout ce qui est reshoot, c'est pas lui en fait, c'est un autre acteur. Ouais. Bah, mais lui était super vénère de pas être à la place, de pas être sous le drap, parce qu'il tenait vraiment à interpréter ce personnage. Mais c'est vrai que tout est joué dans la retenue en fait. Il est vraiment, il ne parle jamais. Il y a très peu de mouvements. Lui, il fait très peu de mouvements. Ils ont eu l'intelligence. Ils ont vraiment compris comment ne pas le rendre ridicule, parce qu'ils le font pas marcher comme ça, comme un con. C'est sur une fine limite de la parodie.
c'est toujours borderline entre le ridicule et la poésie, mais en fait, c'est vraiment très très poétique. C'est jamais vraiment ridicule. Ça pourrait l'être, mais je vois toute l'intelligence de Laurie, c'est d'avoir trouvé ce juste milieu et de faire un film qui est très simple finalement, mais extrêmement ambitieux parce qu'il y a des idées à la Kubrick, quoi. Vraiment en termes de cycle cosmique, le fait que quand t'es un fantôme, finalement, la notion du temps n'a pas aucune importance. Le temps passe autour de toi, les générations passent autour de toi. Un mois peut se transformer en une année, qui peut se transformer en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans. Tu le vends bien, ça donne lui bien. est attaché à cette maison et en fait, une fois qu'il fait le deuil de cette relation avec son ex-femme, il reste figé dans ce lieu-là et la vie continue à bouger autour de lui. Et en fait, c'est tout un film sur la capacité qu'on a ou qu'on n'a pas à abandonner, à lâcher prise. Et je pense aussi que c'est un film sur la création dans le sens où quand on crée quelque chose, et c'est pour ça qu'on parle, le personnage de Casey Affleck est un ancien musicien. Et je pense que il y a vraiment une métaphore là-dessus, que la création, c'est beaucoup ça, c'est créer quelque chose, comme on crée un couple en fait, comme on crée une cellule dans un couple, et réussir à un moment donné, quand ça fonctionne pas, ou quand le morceau est fait, ou quand le film est fait, ou quand le livre est écrit, à l'abandonner. Et comment on arrive à vivre après, une fois que finalement on a lâché ce qu'on a créé et que ça continue sans nous, et comment on se retrouve là-dedans et comment on trouve une identité. C'est passionnant, c'est vraiment très émouvant. C'est très original parce que le format, c'est un format 1,33, donc pratiquement carré, avec des bords ronds, et ça donne un côté très instantané. On a l'impression qu'on voit des photos, et je vais aller beaucoup plus vite. Et donc voilà, un film très très touchant, très très ambitieux, et comme le fantôme, qui paraît très simple, mais qui en fait est un système avec un masque à l'intérieur du fantôme, avec toute une structure pour le rendre très simple. Et je pense que c'est un symbole du film. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très simple, mais en fait non, tout est très calculé, tout est très... Et la réalisation est fantastique. Ça m'a fait beaucoup penser à Paul Thomas Anderson, très posé, très lente, et vraiment un film très très touchant. Donc voilà, A Ghost Story, parfaite introduction. C'était un film qui était hors compétition. Donc du coup, toi t'as bien aimé, mais à savoir qu'il y a eu des retours hyper... contrastés, c'est normal. Contrastés, vu le style du film, inévitablement. Oui, ça peut être vu comme quelque chose de très arty. C'est un film qui sort en salle le 20 décembre, donc vous l'aurez peut-être déjà vu. Donc laissez-nous un commentaire peut-être avec votre avis. Ouais, c'est intéressant, surtout que c'est un film qui vraiment Ah oui, ça va diviser. Qui divise beaucoup, donc c'est intéressant. Mais c'est un film très humble, moi j'ai trouvé. Et du coup là, tu passes clairement du coq à l'âne. Oui. Parce que tu parles d'un film extrêmement éthéré, etc. à Blade of the Immortal de Takashi Miike. Takashi Miike, ouais. C'était génial parce que je l'ai vu après Ghost Story. Et c'est complètement... Et c'est bien parce que c'est les deux facettes de ce style de film. Ils ont bien fait de programmer ces deux films d'affilée. Parce que c'est vraiment... varié, limite, c'est une déclaration, quoi. Voilà, on a un film à côté qui est cérébral et puis on a un film qui bourrine comme c'est pas permis. Un film qui va dans le peu, dans peu de choses. Exactement. Dans l'épuré. La retenue, ouais. La retenue, alors que là c'est l'inverse. Ah bah là, c'est limite l'indigestion, apparemment. Ah bah là, c'est du what the fuck total. Ouais. Alors, juste pour vous faire le topo, c'est un film qui est adapté d'un manga qui s'appelle L'Habitant de l'Infini de Hiroaki Samura. Mugen no Junin, le titre original. Dans l'ère Edo, en 1770, un samouraï se fait tuer à la suite d'une embrouille où il essaye de sauver sa sœur et en fait il se fait éclater par une bande de samouraïs. Il est à deux doigts de crever, mais une bonne femme un petit peu mystique lui injecte un verre de sang, qu'on appelle un verre de sang, qui lui permet de ressusciter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se faire défoncer, le verre de sang va récupérer, va soigner les plaies et tout ça. Donc c'est une espèce de mix entre... Ça fait très jeu vidéo du coup. Ouais, ça fait, mais ça fait, pour moi c'est un mix entre Shogun Assassin et Highlander, quoi. En gros, c'est du Shambara, mais c'est du Shambara un peu fantastique, enfin carrément fantastique même. Alors c'est dans la veine excessive de Takashi Miike. C'est vraiment complètement bourrin. Il y a un body count qui est le mot est faible, hein, presque. Ça charpe dans tous les sens. C'est vraiment supra généreux. Tu t'éclates. Le gros souci du film, c'est qu'il y a énormément de contenu. On sent que c'est un manga qui a duré très très longtemps. Hein. Ah oui, donc il a tout casé en... Voilà, en fait, je crois pas qu'il ait tout casé. Je crois qu'il a casé juste un arc narratif du manga. La guerre contre le Litoryu, c'est une école de samouraïs qui utilise plusieurs armes alors que les autres samouraïs utilisent que le katana. Et c'est un film qui est très très généreux. Lui, en fait, le but du film, c'est pour ça que je compare ça à Shogun Assassin, c'est que son but, il rencontre une petite fille qui lui fait penser
penser à sa sœur et il va la venger parce que sa famille s'est fait tuer par l'Itorio qui est une école et du coup il va rencontrer des mecs les uns après les autres en fait. Donc, il a un but après du coup. Voilà, il a un but qui va lui rappeler sa sœur et lui qui est très nihiliste, il en a plus rien à foutre de la vie. En fait, il va retrouver une motivation et il va affronter des mecs tous plus barrés les uns que les autres, vraiment comme dans un manga ou comme dans un shonen où ils sont de plus en plus balèzes, ils lui donnent de plus en plus de mal et le problème c'est que c'est vraiment compressé. Je pense que c'est tout un arc narratif dans le manga, mais là tout est fait en un seul film, donc c'est vraiment beaucoup de contenu. À la fin, on s'en prend tellement plein la gueule qu'on est un peu fatigué par c'est un peu usant, hein. l'accumulation. Et je voulais juste parler de l'acteur principal, juste ça, qui s'appelle Takuya Kimura et qui est le personnage principal et qui porte vraiment tout le truc sur ses épaules, qui est vraiment juste génialissime, quoi. Donc voilà, Blade of the Immortal, il sort sur Netflix apparemment dans pas longtemps. Ah, cool. Il était hors compétition. Dessus, alors. Il était hors compétition, il sort sur Netflix dans pas longtemps. Et si vous voulez l'avoir avant dans une super version, Arrow l'a sorti là, juste là. Donc, mais c'est à voir, franchement, c'est accessible. Ouais, voilà. Très bien. À toi, Geoffrey. On passe à moi. Moi, je vais vous parler que d'un film là pour l'instant. Et là, ça va être beaucoup plus court parce que j'ai été bien moins enthousiaste que toi sur tes deux premiers films. C'est 68 Kill, qui est réalisé et scénarisé par Trent Haga. Qui est Trent Haga? C'est le mec qui avait écrit un film qui s'appelle Cheap Thrills. Cheap Thrills, donc qui n'a aucun rapport avec notre podcast, hein, du coup. Parce que bon, le film, Gilles avait vraiment bien aimé, moi j'avais un peu moins aimé. Je l'avais vu au pif d'ailleurs. Ah, tu l'as vu au pif ? Longtemps, ouais, il y a longtemps. Ouais. Donc du coup, ils ont récupéré un autre film. Et donc, 68 Kill, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, on suit un mec, c'est la caricature du good guy, le mec trop bon, trop con, fleur bleue, tout ce que tu veux. Il est amoureux d'une nana qui est beaucoup moins fleur bleue, qui est un peu plus cynique, qui se prostitue pour pouvoir payer son loyer, et qui a un caractère fort par rapport à lui, qui se fait quand même pas mal bouffer, qui est totalement soumis à cette nana. Et un jour, elle lui dit viens faire avec moi un casse. Je me suis aperçu que chez le mec chez qui je couche pour avoir de l'argent, il y a plein d'argent, donc on va aller le casser, enfin prendre l'argent, et tu vas voir, ça va être très simple, dans la nuit on va lui prendre l'argent, on va se barrer. Évidemment, ça va pas être aussi simple, sinon il n'y aurait pas de film, donc ça va partir dans le nawak, ça va mal se passer, le film va être extrêmement violent, pas assez gore, il est gore. Ouais. Le film est porté par beaucoup d'humour, un certain cynisme, c'est assez gras. Moi je trouve qu'on retrouve vraiment la patte qu'il y avait déjà dans Cheap Thrills. Ouais. Je trouve que ça c'est vraiment déjà assez cynique, assez voilà. Ouais. J'ai retrouvé ça et du coup moi j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop accroché. Je sais que dans la salle apparemment ça se marrait pas mal, moi je suis resté un peu plus de marbre. Je trouve que c'est surtout pas mon style en fait. Ouais. Ça peut vous plaire, je trouve pour son premier film, il se débrouille quand même pas mal. Il y a quand même des problèmes de rythme, par moments, c'est un peu trop long, ça étire un peu trop certaines scènes. Les personnages sont pas mal, c'est assez caricatural, voilà. Après, l'acteur qui joue le rôle du good guy, Matthew Gray Gubler, je trouve qu'il est parfait dans le rôle. Ça colle vraiment bien. Et Annalyn McCord est parfaite aussi dans son rôle, donc le film est vraiment bien foutu, les passages gore sont cool, l'humour est vraiment pas mal. Moi, pour être franc avec vous, encore une fois, j'ai pas spécialement accroché, mais encore, c'est un film singulier qui fait plaisir à voir dans le festival, et c'est un pur film de festival, hein, pour ceux qui aiment bien rire gras, bien lourd, dans les festivals. Comme tu les aimes. Hein. Comme je les aime. C'est parfait pour eux, donc un peu moins pour moi, même si j'aime bien rire gras quand même de temps en temps. Oui. Donc voilà, 68 Kill, on ne sait pas encore quand ça sort, si j'ai l'info, je partagerai, parce que il n'y a pas de raison que ça plaise pas à certaines personnes, donc j'aurai le plaisir de le partager avec vous si ça sort chez nous, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc pour moi, donc toi, on passe directement à toi, sans transition. D'accord. Avec The Endless. The Endless, qui était en compétition, qui est un film de Aaron Moorhead et Justin Benson, qui avait déjà réalisé Résolution en 2012 et Spring, le très très bon Spring en 2014. Résolution était très sympa aussi, hein, en l'occurrence. Alors, leur spécialité, c'est qu'ils ont très très peu de moyens, mais beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées, et ils essayent toujours d'aborder le genre avec des idées très originales et et de ne rien exploiter. Ils exploitent jamais des figures connues, en fait. Ils repartent toujours sur quelque chose de nouveau. Alors, ce qui est original aussi, c'est qu'ils interprètent, là, pour le coup, chose qui n'était pas le cas avant, ils interprètent les deux personnages principaux. Ah, donc ils font un peu tout eux-mêmes, quoi. Voilà. Ils jouent deux frères qui appartenaient à une secte et qui ont quitté cette secte, qui sont en période de désintoxication de cette secte. Tu vois, on essaye de leur laver le cerveau pour leur vider tous ces trucs. On leur lave leur cerveau pour délaver leur cerveau, quoi. Exactement.
exactement. C'est une secte qu'ils ont quittée il y a 10 ans auparavant. Et en fait, ils reçoivent un message vidéo d'un ancien membre qui annonce un peu potentiellement un suicide de la secte. Et ils repartent dans cette secte pour voir ce qui se passe et tout ça. Et quand ils arrivent dans la secte qui est un peu dans le désert, dans la cambrousse je ne sais pas, américaine, ils se rendent compte en fait tout le monde est en forme, tout le monde va très très bien, ils ont limite rajeuni, tout le monde a l'air super épanoui, donc ils se demandent un petit peu et du coup ils restent un petit peu là-dedans et ils découvrent qu'ils adorent une entité qui crée, alors je ne vais pas vous spoiler, mais qui crée des phénomènes paranormaux dans le désert. Ah oui, donc ça bascule entre choses. Voilà, c'est complètement différent, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très fantastique. C'est ambitieux, effectivement. C'est méga ambitieux. C'est méga ambitieux. Ce que j'ai aimé, c'est que le film est très. Alors c'était en compétition. Le film, il y a une très bonne gestion de la tension. Il y a vraiment un univers qui est très original et une mythologie. On essaie d'installer vraiment quelque chose de. Encore une fois, au début du film, il y a une situation de Lovecraft. On est vraiment dans cet univers où on sent qu'il y a une menace qui plane, comme on en parle souvent, quelque chose qu'on ne voit pas mais qui est là au-dessus d'eux. Le problème du film, c'est qu'au-delà de l'ambition et au-delà du budget qui est très très maigre, ça se voit, il y a très peu d'effets spéciaux, tout est suggéré, tout est voilà. Il y a un problème de structure, moi je trouve dans le film. Chaque scène du film est indépendante, mais le tout n'est jamais très cohérent. En fait. Le tout n'est jamais lié par un ensemble cohérent, et on n'a jamais l'impression, on a plus l'impression de voir vraiment une succession de petites scénettes où ils se baladent et tout ça, et puis ils rencontrent une poche de paranormal, et puis je vous dis pas de ce qu'il en est pour les poches de paranormal, et ce qu'est l'intrigue du truc, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils se déplacent d'une cellule à une autre. Et bien, il se passe ça. C'est rigolo. Donc, indépendamment, les scénettes sont rigolos. Hein. Ça fait des petits courts-métrages de 10 minutes qui sont très, très sympas avec où ils exploitent le même concept. Ah oui, t'as vraiment sentiment, la limite, presque film à sketch, quoi. Ils se déplacent, ils arrivent, ils rencontrent un mec, et puis il se passe ci, ils rencontrent un mec, il se passe ça. Mais le tout, si tu veux, le lien du truc ne se fait pas jusqu'à la fin où finalement, il y a quand même un peu une résolution du truc et tout ça. Mais en gros, on n'a pas l'impression de voir un film complet, un film organique. On a l'impression de voir quelque chose qui est assez décousu, même si la tension est là. Donc c'est assez décevant. C'est assez décevant. Surtout que moi j'adore vraiment Spring et j'aime beaucoup Résolution aussi. Donc je m'attendais à quelque chose de plus costaud, de plus cohérent, et j'étais assez déçu là-dessus. Mais assez sympa. La sortie n'est pas annoncée. La sortie n'est pas annoncée. Mais c'était vraiment très sympa quand même. Très sympa. Ok. Revue de Normand en gros. Voilà. Donc voilà, on passe encore une fois. Là c'est vraiment la preuve qu'il y avait de tout dans ce festival. Ouais. Parce que là, on passe à une autre adaptation de manga. Aussi, oui, vas-y. Tu sais ce que tu m'avais noté. Ah ouais, d'accord. JoJo's Bizarre Adventure. Diamond is Unbreakable, Chapter 1. Encore un Takashi Miike, oui, parce que c'est un chapitre 1. Encore une adaptation de Takashi Miike. Wow. Alors, si Blade of the Immortal était what the fuck, JoJo, c'est un truc de malade mental. Après, il y a déjà la bonne base. C'est même pas Takashi qui a ramené le what the fuck, c'est déjà JoJo, c'est déjà du what the fuck. Moi, je connaissais pas le manga, hormis le visuel. J'avais déjà vu des visuels du manga. Je sais que c'était très posé, les jeux vidéo et tout ça. Donc, je voyais un peu dans quel univers on était. C'est un manga qui est culte. Il est encore en train d'être publié aujourd'hui. Il a commencé en 1987, ce manga. Et donc c'est un manga qui est supra connu. C'est un manga qui est fait par Hirohiko Araki et qui est méga culte. D'ailleurs, tu voyais dans la salle, il y avait énormément de fans, c'était blindé. Et je pense que les fans ont grave apprécié le film. Parce que c'est vraiment énormément de références. L'histoire, c'est quoi? C'est Jojo, donc, Josuke. Ah bon? Ouais, Josuke, qui habite dans une ville indéterminée. J'ai l'impression que c'était en Italie. Moi, je pense qu'ils ont tourné ça en Italie. Il y a des panneaux italiens et tout, des panneaux japonais, mais je pense que c'est en Italie. C'est vraiment pour faire un univers complètement unique, tu vois. Un peu décalé. Voilà. Bizarre. Et Jojo, lui, c'est un lycéen, mais en fait, il a un pouvoir, c'est-à-dire qu'il est capable de manipuler ce qu'on appelle un stand. Et un stand, c'est comme une manifestation, un esprit que tu peux invoquer au-dessus de toi, et chaque stand a un pouvoir particulier, en fait, tu vois. Et dans le film, il découvre qu'en fait, il est l'héritier d'une famille, d'autres JoJo, où tous les mecs ont des pouvoirs, ont des stands différents avec des pouvoirs différents, des capacités. Lui, son stand a le pouvoir de guérir les gens, mais il est aussi un gros bourrin qui peut taper sur la gueule des autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Heureusement, sinon on se ferait chier, je pense, au bout d'un moment. Le respect que j'ai pour Miike, c'est que le mec est je crois que c'est son 101e film.
il a 56 ans. Ouais, voilà, il a 56 ans et là, il te fait un film qui est complètement barré, quoi. Je pense que tu l'apprécies vachement plus quand tu connais Jojo, mais même quand tu connais pas, tu te marres parce que c'est complètement what the fuck. Les ennemis sont, encore une fois, on est vraiment dans la veine très manga de Mickey, dans ce qu'il a fait avec Ace Attorney ou Terraform Mars, des trucs comme ça. Des fou, trucs complètement de débridés. Le mec qui joue Jojo est super, il s'appelle Kento Yamazaki, moi je le connaissais pas, et il est vraiment bien. Et puis c'est très drôle, quoi, c'est très ça en fait des caisses. Faut vraiment voir ça au second degré parce que tu peux pas dire oui, non mais ça c'est pas très plausible. Non, faut lâcher prise. Le problème c'est que encore une fois on retombe dans ce truc d'adapter un manga qui est énorme, un arc énorme qui est développé sur des volumes dans un film de 2 heures. C'est que on a vraiment l'impression qu'on fait rentrer un éléphant dans une boîte à chaussures, quoi. Et du coup à la fin du film on a exploré, il y a très peu de développement de personnages vers la fin du film et on est dans quelque chose où ça perd son souffle et on sent que ça traîne la patte et on sent qu'on est dans l'affrontement final, mais bon, finalement, on est épuisé par les 2h30 de what the fuck qui se sont passés avant et du coup, ça traîne un peu la patte, mais c'est rigolo, tu vois, ça fait vraiment un midnight movie, comme on dit, et les fans ont adoré. Moi, je voyais les gens, ça, ils en pouvaient plus. Et dès qu'il y avait des plans que tu comprenais pas, tu vois, eux, ils comprenaient tout de suite. Tu vois, il y avait des références, je pense, qui nous échappent totalement. Donc, c'est difficile de vraiment juger un film comme ça où tu ne connais pas, mais ça m'a donné envie de découvrir JoJo's Bizarre Adventure. Et apparemment, ce truc-là, Diamond is Unbreakable, c'est même pas l'un des premiers arcs. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par ça, mais je crois que c'est le 4e ou 5e arc. Et là, ils ont continué. Comment veux-tu en 2 heures? Ouais, ils annoncent qu'il y a un chapitre 1, donc ça veut visiblement, ça va continuer. Donc, et chez nous, ça sort. Et chez nous, il n'y a pas de date pour l'instant, pas de sortie annoncée. Voilà. Tant pis. On passe encore une fois à toute autre chose, avec cette fois-ci un film espagnol. Tu vas très bien nous dire le titre. Matar a Dios. Qui est réalisé par 2 mecs qui nous ont bien fait marrer lors de la soirée de clôture du PIF, qui s'appelle Alors vas-y, tu vas nous le dire, c'est toujours très bon donc, pour nous dire les... Calle Casas et Albert Pinto. Oui, en fait, on les a vus plusieurs fois au festival, du coup, ces mecs-là, parce que ils ont réalisé également un court-métrage qui s'appelle... RIP. RIP, qui a eu le prix d'ailleurs. Qui a eu le prix d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a vus du coup lors de la cérémonie de clôture, même si c'est juste via une vidéo. Ils nous ont rendu hommage via la musique de l'inspecteur Gadget. What the fuck? C'était rigolo, mais ça correspond bien à leur esprit, j'ai l'impression. J'ai pas vu le film. T'as pas vu le film, mais t'as vu RIP du coup, et t'as bien aimé? Ah, c'était rigolo, c'était vraiment rigolo. Ça m'a fait penser vachement à Caro et Jeunet, l'univers un peu excentrique, un peu old school, rétro comme ça, et très fou, quoi. Enfin, en tout cas, dans le court-métrage. Oui, voilà. Là, c'est vrai que c'est assez fou aussi. En fait, qu'est-ce que c'est, Matar a Dios? C'est en gros un SDF qui vient foutre la merde dans une soirée de Noël familiale. Et où on a le père qui revit depuis qu'il est célibataire, donc il voit plein de prostituées et tout, voilà, il est heureux. Et il y a un couple qui est presque en train de se séparer, ils s'engueulent et tout, parce que l'autre il pense que sa femme elle l'a trompé. Et il y a le frère aussi. Donc il y a ces 4 personnages-là qui sont réunis pour soirée de Noël. Et il y a du coup le SDF là qui s'est incrusté chez eux et qui leur annonce qu'il est Dieu. Et donc à partir de là on va dire mais non, mais on vous croit pas, c'est pas Dieu et tout. Donc il va faire quelque chose pour leur faire comprendre qu'il est Dieu, et à partir de là où ça va être le Nawak. En gros, on pense inévitablement à Alex de la Iglesia, c'est clairement la référence du film, on pense évidemment beaucoup à ça, aussi bien dans le style même visuel, dans le style des personnages taillés à la serpe, vraiment il y a cette folie, ce dynamisme qui reste quand même plus léger que le film d'Iglesia. Il y a moins de hargne aussi. Après, Iglesia, parfois, on voit vraiment qu'il met sa colère brute dans ses films. Et c'est pour ça aussi qu'on l'aime. Là, c'est beaucoup plus léger. C'est même presque poétique par moments. Visuellement, ça a quand même bien de la gueule. Parfois, c'est assez gore. C'est parfois assez drôle. C'est de l'humour noir. Comme tout à l'heure, 68 Kills, c'était pareil. C'était de l'humour noir. Là, il y a de l'humour noir aussi. Les personnages sont bien interprétés. C'est bien fichu. Après, pareil, je pense qu'il y a peut-être des petits problèmes de rythme, peut-être, et ça reste moins fort que... Enfin, il souffre un peu de la comparaison. Le travail avec d'Iglesia. Ça reste vachement attachant, tu sens vraiment... Quand j'ai vu le film, après avoir vu du coup les mecs à la soirée de lecture, tu comprends, tu sens que c'est des mecs qui ont bonne patte et qui c'est pas cynique, même si c'est un regard assez dur sur l'humanité.
Je trouve que c'est pas... Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé, mais après, c'est le genre de film où on se dit, je sais pas si j'ai vraiment bien aimé. Ouais. C'est Six avec qui j'ai vraiment pas aimé parce que c'est pas mon style, mais celui-là, c'est attachant. Est-ce que je vais y repenser longtemps après? Pas Pas vraiment. forcément. Mais à voir si vous avez un moyen de le voir. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'endroit où il est sorti, donc à surveiller. S'il sort sur Netflix, par exemple, ce sera parfait. Ouais, Tu vois, ouais, c'est un ouais. film qui sort sur Netflix, tu le lances pour passer une bonne soirée, c'est cool. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire sur les films pour l'instant, parce que c'est pas des films qui m'ont enthousiasmé plus que ça. Les films qui arrivent après m'ont un peu plus intéressé, vous allez voir. Voilà, donc pour Matar Adios, par un couple de réalisateurs très attachants quand même, mine de rien. Ouais. Et donc toi, tu vas nous parler de Home Puting, tu vas nous parler d'un petit film qu'on aime beaucoup, nous trois, qui n'est autre que Big Trouble in Little China, Tout à fait. les aventures de Jack Burton. Dans les griffes du mandarin. C'est très important. Donc, apparemment, maintenant, au pif, ils ont pris une habitude, c'est nous montrer un film de John Carpenter. C'est très bien, continuer comme ça. L'année dernière, moi, j'avais pu voir Prince of Darkness. Ouais. T'étais dégoûté. J'étais heureux. Cette année, il est heureux, je suis dégoûté, il est dégoûté. L'année prochaine, j'espère qu'il sera heureux. Ce sera lequel? Tu voudrais voir quel film en salle, toi, tiens? Carpenter. Ouais, lequel, tiens? Assaut. Asso. Ah ouais, je veux absolument voir Asso, enfin, n'importe quel Carpenter en même temps, mais... Ok, Asso, s'il vous plaît, Génial. messieurs du Ouais. pif. Donc, du coup, cette année, c'est toi qui as été le petit vénard, le petit Exactement. chanceux. Et vraiment, de toute façon, vous aurez la chance de le voir puisqu'il ressort dans une version remasterisée le 31 janvier. Et à savoir qu'il y a également de disponible un Blu-ray, Ouais. qui coûte plus très cher maintenant, il est souvent dans les offres, voilà. La copie est déjà magnifique Ouais. sur le Blu-ray, il est gavé de bonus, notamment un commentaire audio où t'as Kurt Russell et John Carpenter qui redécouvrent le film qu'ils n'avaient pas vu depuis une Ouais. éternité, et c'est deux potes qui se retrouvent et qui retrouvent le film, et c'est un bonheur absolu, Ouais. vraiment. On nous a dit avant la séance que c'était censé être à la base un western. Ah oui. Que Clint Eastwood avait même été pressenti. Venant de Carpenter, c'est pas étonnant, parce voilà, qu'il a toujours ouais. rêvé de faire un western. Mais ils avaient peur que ça soit trop. Que ça soit pas. Qu'ils n'arrivent pas à vendre en fait le concept D'accord. dans le. C'est vrai que c'est tellement plus simple de vendre le concept de Hashtag Jack Tintin. Burton. Ouais. Mais c'est, après, quoi. Enfin, je vais pas vous faire des caisses là-dessus. Voilà, c'est magnifique. La copie est extraordinaire. Le voir en salle, c'est juste une chance. Priceless, Le voir au Max ouais. Linder, c'est encore mieux. Mm. Non, c'était magnifique, honnêtement. Voilà, c'est. Et je pense que le PIF aurait peut-être aimé faire la suite de la trilogie de l'Apocalypse. Ah oui. Qu'ils avaient commencé et tout ça, mais Ça c'était aurait pas mal, ça. magnifique, Ouais. c'était magnifique de le voir, c'est un extraordinaire Après, film. The Thing, de toute façon, il est sorti déjà en 4K en salle. Ouais, et... il y avait L'Antre de la Folie aussi, je crois. Ah oui, bien sûr. il l'avait pas passé. Ouais, Il l'avait ouais, pas ok, passé. ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'était ça, mais bon, c'était l'occasion que jamais. Franchement, le film est extraordinaire visuellement, et puis c'est toujours génial de le revoir. Je pense que c'est l'un des films qui vieillit le moins à être, enfin, qui profite le plus à être revu comme ça. Il est tellement, il y a tellement plein de choses qui se passent, c'est très drôle, c'est. Et depuis, magnifique. après celui-là, tout le monde s'est un peu mis à me rendre hommage un peu au cinéma asiatique. Exactement. Alors que John Carpenter, on peut le dire, était un peu le premier Ouais. à le faire, avec beaucoup d'amour. Donc, allez allez le voir quand il sortira en salle, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Voyez-le en VHS, en DVD, en Blu-ray, en salle, C'est un voyez-le classique. simplement. Si vous ne l'avez pas vu, croyez-moi, vous allez passer une bonne soirée entre potes, soirée pizza, bière, franchement, vous allez passer un moment d'absolu bonheur. Et Jackie Chan devait jouer dedans aussi, apparemment. Ah ouais? Et, mais il parlait pas assez bien anglais, du coup, ils ont pas réussi à le. Bah, il a repris l'acteur qui était dans Prince of Darkness, du Ouais, coup, exactement. et ils ont repris toute une partie de la team de Prince of Darkness, d'ailleurs, et qui était très bien. Et ça dans passe ce au rôle-là. crème. Très bien. À toi. Et donc c'est à toi encore, parce que tu parles beaucoup, dis Tragedy donc. Girls. Tragedy Girls. Tragedy Girls, qui était en compétition pour le coup. Alors, c'est bizarre parce que quand tu regardes sur le net, on nous dit qu'il est sorti le 23 septembre. C'est bizarre Ah. quand même. Ouais. Ouais, oui, non, c'est Ouais, non, donc il y a rien à c'est voir. très très chelou. Tu vas même sur Ouais. les sites de réservation de ciné et on nous dit qu'il est sorti le 23 septembre. Donc c'est très très Mhm. bizarre. C'est un film de Tyler McIntyre qui avait fait avant Patchwork, qui était pas non plus foufou, qui faisait un peu un sous N.L. Lauter, tu vois. Qui faisait Ah un oui, peu, tu vois, d'accord. mais vraiment vite fait. Quoi. Pas touche à Ouais, Franck. voilà, et donc il raconte l'histoire de Sadie Cunningham et Michaela Hooper, excusez-moi, qui sont deux nanas qui sont fascinées par, qui sont un peu morbides, qui sont fascinées par les films d'horreur, les meurtres, tout ça, et qui sur Internet, sur les internets, ont un compte Twitter qui s'appelle Tragedy Girls où elles rapportent des histoires de meurtres et où elles gagnent plein de followers à faire ça. Et elles sont très très vicelardes, elles sont complètement psychotiques. Et un jour, elles tombent sur un tueur en série qu'elles capturent et elles vont jouer sur le buzz qu'il y a autour de ce tueur en série pour elles-mêmes tuer des gens
et faire monter la sauce et le buzz. Donc c'est tout un méta-slasher, comme je disais, que Geoffrey aurait détesté, hein, parce qu'on est vraiment dans un territoire très scream, très cabin in the woods, où on se marre tout le temps. On pas fait pour toujours... moi. Et voilà. Et c'est très très gore, les FX sont très très bien, ils sont très très beaux, très très bien faits. Il y a plein de citations tout le temps, à Prom Night, à Deodato, à Sergio Martino, on parle de Dario Argento aussi à un certain moment. Donc c'est vraiment un film qui sait de quoi il parle quand même, hein, qui est très très bien fait, qui est très drôle. Les nanas sont super. Ce qui est très rigolo, je l'ai noté sur mon papier, voyez-vous. Sadie Cunningham, c'est Brianna Hildebrand, et Mikaela Hooper, c'est Alexandra Shipp. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que toutes les deux font partie du X-Men verse. Parce que Sadie Cunningham joue Negasonic Teenage Warhead dans Deadpool, et Mikaela Cooper joue Aurora Munro dans X-Men Apocalypse. Ah oui. C'est pas du trivia, ça, hein? Bon, bref. Le film est très rigolo, slasher. C'est un slasher méta, un slasher qui se prend pas au sérieux et qui, moi, j'ai trouvé très très fun. Et même qui a un fond quand même, hein, qui dit plein de choses sur l'effet de meute qu'il y a sur Twitter et qui peut vite être assez néfaste et assez je sais pas de quoi tu parles. Pernicieux, on va dire. Et je ne parle pas d'une expérience personnelle, je parle dans l'absolu. Traumatisme. Je préfère que tu continues. Voilà, ok, bon, allez, on va passer sur autre chose. Voilà. Effectivement, ça va être vraiment le thème de de l'émission, c'est que ça passe du coq à l'âne tout le temps, et c'est ça le pif, c'est ça qu'on aime bien. Là, c'est le 3615 code Père Noël. Non, je fais pas une pub pour un site un peu chelou. C'est 3615 code Père Noël, donc c'est un vieux film qui est sorti... j'ai pas noté, tiens. Il est sorti en 1990. J'avais 9 ans, donc j'avais pile l'âge quasiment du héros du film, mais malheureusement, je l'ai pas vu à l'époque. Toi non plus. Non, je l'ai pas vu. Olivier l'a vu, mais il s'en souvient plus. Hein. C'est loin pour lui maintenant, c'est père. Donc, 36 Père Noël qui est remis un peu en lumière en ce moment grâce à nos chouchous de Le Chat qui fume, qui viennent de sortir un beau Blu-ray. Je n'ai pas vu, mais connaissant, je pense que ça va être pas mal quand même. Ouais. Cette fois-ci, un film français, on est plus habitué à aller voir dans le cinéma italien. Là, c'est un film français. Quand ils ont annoncé un film français, je me dis, oula, ça va être quoi cette histoire? Et ils ont bien fait, finalement, ça vaut le coup. Le film est réalisé et scénarisé par René Manzor, avec son fils qui joue le rôle de Thomas de Frémont, Alain Musy. Donc Alain Musy, en vrai c'est Alain Manzor, et en vrai, du coup, c'est Alain Lalanne. C'est compliqué, cette histoire. Mind blown. Ouais, c'est ça, avec qui en fait, c'est un petit gamin qui est très inventif, surdoué, qui vit dans une énorme baraque. Sa mère est extrêmement riche, elle détient toute une chaîne ou un magasin. Je crois qu'elle travaille à Galeries Lafayette d'ailleurs. Ouais. Et c'est la période de Noël, il lui offre toujours plein de cadeaux, plein de jouets. Et un jour, un gars travaille pour elle qui joue un peu déguisé en Père Noël. Et il se conduit pas très bien avec un gosse, il s'énerve sur le gosse et tout, donc elle le vire. Et lui, il décide de se venger en allant tuer les gens qui vivent chez elle. D'accord. Donc un mec un peu énervé pour rien, hein, qui décide, voilà. Et du coup, qui est un Père Noël assez terrifiant, mine de rien. Le film a un peu une image de film extrêmement violent, trash, etc. Ouais. Quand tu le vois, c'est pas vraiment le cas. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui avaient 10 ans à l'époque, qui l'ont vu. Et là, je comprends que ce soit assez effrayant. C'est devenu un film culte et ça le mérite d'autant plus que des films de genre en France, il n'y en a pas non plus des blindes, encore moins dans les années 90, donc du coup c'est quand même assez précieux comme film. En plus le gamin joue extrêmement bien, c'est une sorte de... Il serait pas content qu'on le présente comme ça, mais c'est une sorte de Home Alone, parce que René Manzor considère qu'on lui a piqué son idée, on a fait Home Alone, sachant que Home Alone est sorti la même année que 3615 Code Père Noël. 3615 Code Père Noël devait sortir en 88, finalement il y a eu un peu des galères, il est sorti en 90, j'ai allé un peu plus vite là-dessus. Et voilà, le film est assez imparfait, mais reste vraiment super attachant. Ça a l'air bien foutu, hein. La bande-annonce. C'est bien foutu. Je l'avais complètement loupé, moi. La BO est plutôt pas mal, qui est réalisée aussi par un des frères Lalanne. C'est une famille, et c'est produit par Francis Lalanne. Il a mis des sous. Ouais, voilà. Et donc, du coup, c'est assez original parce que, quand même, un truc un peu horrifique avec un gosse qui, du coup, se débrouille parce que c'est une sorte de mélange, c'est une sorte de MacGyver qui bricole, qui réussit à construire un peu des pièges pour choper le Père Noël, qui est un vrai psychopathe. En fait, on comprend, en gros, dès le début, on comprend qu'il veut jouer avec les gosses, mais qu'il est un peu bizarre, donc c'est un peu glauque sa façon de vouloir jouer. Donc, toute la partie avec le gosse et son grand-père, parce qu'il est apparemment tout seul, il est apparemment Home Alone qui est avec son grand-père, mais qui est à moitié aveugle, donc du coup il est plutôt moins isolé, il se débrouille tout seul. Et il y a aussi une partie de l'histoire où on suit sa mère qui est jouée par Brigitte Fossé, du coup.
C'est la partie la moins intéressante, la moins bien jouée, je trouve. Ouais. Encore une fois, je trouve que c'est incroyable, le gamin qui avait du coup 10 ans à l'époque, joue formidablement bien, il est extrêmement attachant. Moi, j'étais heureux de le découvrir dans ces conditions-là en salle. Le master est pas mal du tout. Je trouve qu'il rendra encore mieux sur une télévision à travers le Blu-ray. J'ai envie presque de me prendre le Blu-ray maintenant parce qu'apparemment il y a beaucoup de bonus, dont un commentaire audio carrément de René Manzor. Donc ça peut être super intéressant. Et il sort quand en Blu-ray? Bah, il est sorti là. Ah, il est sorti, d'accord. Ouais, il sortait juste après le pif, donc c'était un peu frustrant parce qu'on a pu l'avoir là-bas et se le faire signer par René Manzor, mais c'était pas possible. Le film est extrêmement ludique, vraiment. Ouais, je trouve que c'est un bon petit film, encore une fois, très singulier dans un festival comme le PIF. Ça fait vraiment super plaisir de mettre en avant comme ça des films. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et il gagne à être un peu redécouvert, même si moi j'aurais vraiment beaucoup plus apprécié de le découvrir à l'époque. Ça aurait pu être vraiment un film très fort, très marquant. Mais maintenant ça passe encore bien, on voit qu'il y a plein d'idées. C'est bien foutu, voilà. Donc moi j'ai bien aimé 36 Club. Ok, cool, bah, j'ai envie de le voir du coup. Ouais, faut vraiment le voir. Et donc toi, tu passes... Ah d'ailleurs, oui, j'ai failli venir à cette séance et je suis pas venu. Et croyez-moi, sincèrement, j'étais vraiment dégoûté en voyant les retours. Parce qu'en plus, c'est réalisé par un mec, un réal que j'aime bien. En tout cas, il a réalisé un film juste avant que j'aime beaucoup. Qui pour le coup d'ailleurs, c'est un film quand même assez méta et tout, mais... malgré tout, je l'aime beaucoup. Et le film s'appelle Bodied. Ouais, alors c'est un film de Joseph Kahn qui avait réalisé donc Des Tensions. Très bon film, qui était au PIF d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, j'ai découvert au PIF. C'est un très bon film. Il a réalisé Torque aussi après. Bon là, chacun son. Il peut s'amuser. C'est surtout un clipper. Il fait beaucoup de clips et du coup, il a fait beaucoup de clips de hip-hop avec Eminem, avec des mix 50 Cent. Ça explique du coup. Et Onyx. Et alors là, c'est une grosse claque. Je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Je crois que j'étais pas tout seul. On était plus à se. Ah mais les retours, ils étaient incroyables. Ouais, et puis même le film était complètement fou. C'est en fait c'est l'histoire d'Adam, un jeune blanc qui fait une thèse sur les battles de rap en fait, et qui fréquente ce milieu des battles. Et qui va petit à petit se mettre à intervenir dans les battles et à participer aux battles. Donc au début, c'est un peu compliqué. Et en fait, tu te rends compte qu'il a un talent de ouf. Et on suit son parcours là-dedans. Moi, je dirais que c'est un anti-Rocky, en fait. Hein. C'est vraiment l'inverse de Rocky dans le sens c'est-à-dire que lui, c'est un gars qui vient d'un milieu très favorisé. Ah oui, d'accord, je comprends. Et c'est un rise to fame, comme on dit, mais inversé. C'est-à-dire que lui, il vient d'un milieu où les gens sont des universitaires. Son père est le boss un des plus grands profs de l'université dans laquelle il fait sa thèse. Et il est idolâtré par tout le monde. Et lui, il s'intéresse vraiment à ce milieu de la battle. Et du coup, il rentre en collision directe avec son milieu d'origine, et du coup c'est un film où on suit sa progression, mais c'est une progression inversée, c'est le 8 Mile inversé aussi, tu vois. D'ailleurs c'est un film qui a été produit par Eminem en l'occurrence. Et c'est dingue, franchement honnêtement c'est ouf, c'est-à-dire que c'est beaucoup de battles de rap, du coup c'est sous-titré, mais alors vaut mieux avoir une oreille pour l'anglais parce que sinon les sous-titres c'est presque impossible à comprendre. Tout est joué dans la provocation, dans le côté très choquant comme ça. Visuellement c'est un truc de malade mental, c'est-à-dire qu'il a réussi il y a un côté très Scott Pilgrim, tu vois, dans l'habillage, dans le dynamisme, dans le dynamisme. Il a réussi à rendre excitant la battle vocale, la battle de hip-hop, ce qui est quand même une performance. Il a réussi à faire une mise en scène magnifique, vraiment incroyable, et surtout un film sur c'est pour ça que c'était intéressant de l'avoir programmé. Encore une fois, c'était pas la première fois cette année, très bonne programmation du PIF qui programme ça en même temps que Tragedy Girls. C'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est deux films sur la mentalité moderne liée aux réseaux sociaux et cette espèce de politiquement correct et cette espèce de volonté de toujours caresser les gens dans le sens du poil, parce que lui, Adam, qui vient d'un milieu où les gens font très attention à ce qu'ils disent, oui toi tu es raciste, ouais machin, oui mais attention, mais moi tu peux pas dire ça, mais qui es-tu pour dire ça? Là, il tombe dans un milieu où tout le monde se traite, tout le monde s'insulte, tout le monde est dans la provocation permanente. Et en fait, c'est un film qui parle de ça, quoi. C'est à quel moment tu insultes quelqu'un, à quel moment c'est un film sur le langage, sur la communication, sur le discours, sur la capacité qu'on a à comprendre les autres, même si on vient pas de la même culture et pas de la même société, et aussi la capacité qu'on a à se rapprocher des gens par l'art, en fait, par l'expression. Et c'est passionnant, c'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement violent verbalement, très très offensif, très drôle, vraiment c'est super drôle, très bien rythmé, très bien filmé, tu te prends des claques dans la gueule, vraiment jusqu'au bout, à la fin t'es épuisé,
il y a une battle de ouf qui dure presque une demi-heure à la fin où t'es épuisé et ça te prend au trip parce que il y a un fond, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très très fort. Enivrant, j'imagine. Ouais. Puis même, c'est coécrit par un mec qui fait des battles qui s'appelle Alex Larsen, qui est un mec qui est là-dedans. Ah oui. Et du coup, tout est vraiment très incarné. Il y a beaucoup de mecs qui font vraiment de la battle. Il n'y a pas que des comédiens, il y a des comédiens qui sont des gars qui font du hip-hop et des vrais comédiens. Donc ça se mélange et du coup, tu vois plus trop les frontières à un moment donné et tout est extrêmement bien joué. Le mec, le héros, là, Callum Worthy, qui avait joué dans American Vandal, qui passe en ce moment sur Netflix, c'est extraordinaire. Son binôme, son mentor, s'appelle Jackie Long. C'est Ben Grimm dans le film, comme la chose dans Les 4 Fantastiques. Ah oui. Et ils sont extraordinaires tous les deux. Et puis tous les acteurs sont extra. Hein. Franchement, le film, c'est une tuerie monumentale. Il n'y a pas de sortie annoncée. Ce qui est très con. Apparemment, ce que j'ai entendu, c'est que ça sortirait directement en VOD, c'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Malheureusement, parce que du coup, je suis d'autant plus dégoûté de l'avoir raté en salle, parce que je pense que le voir avec le son extrêmement fort, un son qui déchire comme là, ça... on l'a vu en 4K, en plus, on l'a vu en 4K avec l'écran du Max qui s'est ouvert. Ah ouais, la copie était dingo. Joseph Kahn était là, il a répondu à beaucoup de questions après, c'était très intelligent. Il est génial, Joseph Kahn, vous pouvez le suivre sur Twitter, il est super. Et puis il a vraiment un discours sur les réseaux sociaux, je pense que c'est beaucoup un film là-dessus aussi. Hein. C'est pour ça que c'était très intéressant de le voir avec Tragedy Girl. Super programmation, très intelligente de faire ça côté à côte. Mine de rien, pas que de l'horreur, tu vois. On pourrait croire que c'est déjà un festival d'horreur, mais ça avait carrément sa place. Les gens ont adoré. L'ambiance était géniale. Donc voilà. Bodied. Super Bodied. Et ben justement là, on passe on passe à Revenge. Ah oui. Un film qui était pas mal attendu. Oui, alors parce que Bodied n'était pas en compétition. Revenge de Coralie Farja était en compétition. Ouais. Il sort le 7 février. Réalisé par une Française. C'est une Française, Coralie Farja. C'est son premier long métrage. Elle a réalisé, je crois qu'elle a réalisé 2 courts avant celui-là. Okay. Elle était là aussi. Elle nous a parlé. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment très agréable comme film parce que c'est un film c'est un film classique de Rape and Revenge. Agréable pour appeler un film de revenge agréable. Non, attention, agréable parce que c'est un film d'exploitation pure. D'accord. C'est un film excessif. C'est pas rêche. Non, ouais. Alors parce que c'est vrai qu'agréable et après Rape and Revenge effectivement c'est un peu violent de dire ça parce que c'est pas du tout agréable dans le début parce que la mise en place est très c'est vraiment un Rape and Revenge où tu as une nana qui est une espèce de call girl, hein, on comprend que c'est un peu ça, c'est pas expliqué mais qui est avec un mec et deux et qui sont dans le fin fond du désert américain, tu comprends ça, et il y a 2 collègues de ce mec-là qui la rejoignent et il se passe un truc horrible et elle est laissée pour morte, mais elle revient vénère de chez vénère et elle veut casser la gueule à tout le monde. Quoi. Ouais, là c'est le petit classique du Rape and Revenge. C'est ça, mais je pense que l'intelligence qu'a eu Coralie Farja, c'est d'y aller à fond. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans la posture. Elle a beaucoup stylisé le film. C'est-à-dire que le film est très stylisé, mais en même temps, il est tellement dans l'excès et dans le côté cartoonesque et dans le côté excessif. Oui, on n'est pas dans I Spit on Your Grave où c'est ça. Là, c'est très rêche. C'est ça. Limite documentaire. Très dur. C'est violent, si tu veux. Tu ressens de la compassion pour la nana, mais quand ça part, quoi. Okay. On est vraiment dans l'exploitation et on n'est pas là pour pleurer sur le sort. Justement, comme on dit, c'est cathartique du coup. C'est comme elle disait très bien, c'est de l'empowerment, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment la montée en puissance d'une femme et la prise de pouvoir de cette femme. Ça va être intéressant, ça. Voilà, et je pense que c'est bien parce qu'on voit vraiment que c'est un film qui est fait par une femme et c'est un film qui ose des choses, qui va à fond dans l'excès et qui, en plus, tu vois, qui est borderline ridicule à certains moments parce qu'il y a tellement cette envie de créer des images iconiques et c'est ça que j'ai adoré, c'est que, putain, ça fait plaisir, elle y va, quoi. Tu vois, elle aurait pu dire, ah bah non, ça va faire too much. Non, elle le fait. Ouais. Alors, je sais que ça se gossait dans la salle à certains moments parce que oui, c'est too much à certains moments, mais je trouve que c'est la plus grosse qualité du film parce que elle y va, quoi. Elle y va à fond. Elle prend pas le genre par la petite comme ça, là. Elle savait, je pense qu'elle savait que pour vendre ce truc-là, fallait vraiment tout défoncer et y aller à fond. Et du coup, c'est très, très intéressant. Évidemment, il y a des défauts, il y a des incohérences, il y a des problèmes de raccord. C'est son premier long métrage. Il y a une fin qui est très, très bizarrement mise en scène et assez chelou. Mais sinon, ça fonctionne. Honnêtement, je me suis pas fait chier du tout. Il y a des super idées visuelles et c'est très, très bien fait. C'est très, très bien fait. Et la nana, Mathilda Anna et Ingrid Lutz, elle parle pas beaucoup, mais physiquement, putain, elle en impose, elle est là, quoi. Voilà. Donc Revenge, très parfait pour le rôle. Et ça sort... Pas sympa. Ça sort le 7 février au cinéma. Ok, cool. Et c'est passé partout, à Sitges, à ce que j'allais dire, c'est passé partout ailleurs avant d'arriver revenir chez nous en France. C'est ça. Et ça a été bien accueilli, il y avait toute l'équipe, c'était cool, quoi. Oui, on en parle depuis un moment, ce film-là, mine de rien. Très cool. Eh ben dis donc, on va enfin parler d'un film qu'on a vu tous les deux. Un film pour lequel on a un avis assez mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. En tout cas... Ah non, oui. Ouais, moi aussi, mine de rien,
Donc le film s'appelle Golem, le tueur de Londres. Ouais, Limehouse Golem. Ouais, j'aime mieux le titre, ouais. qui ressemble vraiment à un roman de gare, roman gothique, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Donc c'est réalisé par Juan Carlos Medina. À savoir que, important, ça devait pas être réalisé par lui, parce que le développement du film était assez compliqué, parce qu'en fait, il adapte un roman de Peter Ackroyd, et qui, adapté d'ailleurs par Jane Goldman. Et le bouquin est assez difficile à adapter, parce que il est écrit à la première personne. Ouais. On suit le tueur à la première personne. Comme le film, mine de rien, Schizophrénia, où on suit vraiment... C'est un journal, c'est le journal du tueur. C'est le journal du tueur, ouais. Voilà. Donc, du coup, ils n'ont pas voulu ça, ils ont fait un peu un entre-deux, j'ai le sentiment. Ils ont brodé une histoire par-dessus, voilà. Une enquête, en fait. C'est ça. Donc, le film devait être réalisé à la base, a failli être réalisé par deux grands réals qu'on aime beaucoup, c'est Neil Jordan et Terry Gilliam. Exactement. C'est vrai qu'en voyant le film, on se dit, ah, ça aurait été quand même bien, c'était quand même bien, mais si ça avait été réalisé par l'un des deux... Terry Gilliam, ça aurait été fou. Hein. Terry Gilliam, ça aurait été génial. Ouais. Donc, quelle est l'histoire de Golem le tueur de Londres? C'est pur film gothique victorien qui se passe à Londres, évidemment. Dans le quartier de Limehouse, du coup. Ouais, du Limehouse, du coup, évidemment. Et où il y a des meurtres extrêmement violents, et sur lequel on met un enquêteur qui a été mis de côté à cause de son homosexualité, qui est John Kildare, qui est joué par Bill Nighy. À savoir que ce personnage-là, et là, même si cet acteur-là est parfait dans son rôle, moi, c'est un crève-cœur pour moi d'apprendre que le personnage devait être joué par Alan Rickman. Alors, peut-être. Ouais. C'est possible, parce qu'à la fin, il est remercié, il est cité, donc on sait pas. Mais même, je me suis renseigné. Ah ouais, c'est confirmé ça. Ah bah, ça confirme. Donc oui, ça devait... ça aurait été génial. Ça aurait été génial, je pense que j'imagine bien que malheureusement, au moment où ça a été tourné, Alan Rickman nous a quittés. Il aurait été merveilleux dans le rôle, ça, il n'y a pas de doute. Voilà, donc du coup, on suit cet enquêteur-là, et en même temps, il y a aussi notre histoire qui est en parallèle, sur une femme qui est accusée d'avoir empoisonné son mari. Donc, et on finit par... croiser les deux. Les deux finissent par se croiser parce qu'il y a un lien entre les deux, sans vous spoiler quoi que ce soit. Et donc, on suit l'enquête de John Kildare, qui découvre des documents et qui finit par lire justement ces documents-là, qui sont un peu une sorte de journal, comme tu disais, du tueur. Et on se retrouve du coup avec une narration assez spéciale. On suit classiquement John Kildare, et également quand il lit le journal, on le lit à travers la bouche de certains personnages. Des suspects. Donc ça, c'est une bonne idée, je trouve. C'est pas une mauvaise idée. Surtout que dans le lot, il y a quelques bons interprètes. Moi, j'ai particulièrement apprécié le personnage de Dan Leno, qui est joué par Douglas Booth. Je le trouve magnifique. Enfin, j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour ce personnage. C'est l'un des personnages les plus développés du film. Oui. Parce que c'est un personnage qui est lié à Lizzie Cree, du coup, qui est la nana qui est accusée du meurtre de son mari par empoisonnement, qui est joué par Olivia Cooke, qui est très bien dans le rôle, qui est un personnage riche, intéressant. Et voilà, donc, vous avez cette narration-là qui est un peu éclatée, un peu spéciale, avec le changement de point de vue qui s'enchaîne, où on suit de manière un peu lente peut-être, et en même temps lente et en même temps extrêmement dense. Pour moi, c'est le défaut du film, il y a vraiment un croisement entre les arcs qui se fait pas et qui fonctionne pas pour moi et qui tue le rythme du film. Et comme on le disait, on en parlait, encore une fois, on est devant ce genre de films qui sont beaucoup trop denses, qui aurait mérité une série pour respirer un peu, parce que là, du coup, on esquisse vraiment beaucoup les personnages. Ça aurait été parfait comme mini-série. Il y aurait de quoi faire. Apparemment, de toute façon, il y a eu une série qui est... mais on va pas trop vous dire le titre, parce que ça peut clairement spoiler le truc. Donc ne cherchez pas. Hein. Donc si vous voulez savoir, que ça vous intéresse, venez nous voir, on vous le dira en privé, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi j'ai vraiment quand même plutôt... C'est vrai que c'est sur le film, encore une fois, où on sort de la salle, on se dit... J'ai aimé, pas trop aimé, je sais pas trop pourquoi. Parce qu'il y a des choses à aimer. Encore une fois, l'interprétation est vraiment très très bonne. Il y a des idées visuellement aussi. Visuellement, ça a de la gueule. Malgré, on imagine bien, le petit budget. Il y a quand même un côté un peu direct to vidéo par moment. Il y a des plans qui sont assez cheap. Voilà. Et à côté, t'as des plans assez magnifiques. parce que derrière, c'est quand même l'équipe artistique de Peaky Blinders. Donc Peaky Blinders qui est un peu reconnu pour la claque visuelle de la série. Mais bon, évidemment, il y a forcément des limites. C'est un
Il y a quand même des visuels, on voit que ça tend vers un peu du bava, vers du... Ouais. Enfin, ça tend, on essaye en tout cas vers du Crimson Peak, avec les couleurs, les lumières colorées, le contraste. Travailler la psychologie des personnages avec la lumière, avec les différences d'ambiance et tout ça, ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup de tentatives au niveau de la réalisation, au niveau de la narration. C'est dommage. Après, je trouve qu'il mérite d'être vu à mes yeux. Le voir en salle, c'était vraiment bien. Oui, c'est vrai, c'est pas un grand film, c'est un film qu'on attendait avec une certaine curiosité. Après, ça reste précieux, comme toi tu as pu le dire, c'est que on voit rarement ce genre de film-là au cinéma. Malheureusement, l'époque est révolue de ces films-là. On est loin d'une certaine époque, dans les 60s, 50s, où tu avais plus pas mal avec la Hammer et compagnie, ce genre d'histoire un peu dans ce genre d'époque. Voilà, donc essayez de le voir. Ça sort en Blu-ray et en VOD le 23 janvier. Je sais pas si tu avais encore autre chose à dire sur le film. Non, pas forcément. Mais en tout cas, ça sort là, début 2018. Si vous avez un moyen, prenez-le au moins en VOD pour voir. Si vous aimez bien ce style d'histoire, voyez-le quand même, ça reste intéressant. Et puis, moi, contrairement à toi et d'Hollywood, avec qui je l'ai vu, nous, on s'est fait avoir par l'histoire. Toi, tu avais deviné un peu le twist, l'histoire. Nous, on s'est fait mener en bateau, et du coup, c'est intéressant. C'est appréciable de se faire mener en bateau par ce film-là, parce que c'est assez surprenant, le petit retournement et tout. Donc, moi, j'ai quand même pas mal... j'ai quand même plutôt aimé, mais c'est pas fou. Après, encore une fois, là, vous le voyez, encore une fois, je vais vous le répéter, prog hyper varié, et des films assez rares, et c'est toujours très précieux. Malheureusement, il y a souvent que dans ce cadre-là, donc on peut voir ces films-là en salle. Il était en compétition aussi. Hein. Il était en compétition, et du coup, lui non plus, il n'a pas gagné. Voilà, donc pour ce Limehouse Golem. Et donc, du coup, ton dernier petit film, rien qu'à toi, parce qu'on va passer après au morceau de choix. Alors, à ton film à toi, mais... vas-y. Qui a gagné... Le prix. Oui, il a gagné le prix du jury et le prix du public. S'il vous plaît. Donc, la réalisatrice était tellement heureuse. C'était vraiment... Issa Lopez. Ouais. Je sais pas si on dit ça comme ça. Issa Lopez qui était là, désolé, Hermanos Españoles. J'ai honte. Je suis désolé. Je ne te connais plus. C'était Tigers Are Not Afraid en espagnol. Vuelven. Ah ouais? Vuelven, oui, ils reviennent. Ouais. Okay. Le titre est pas mal finalement parce que ça a un lien vraiment avec le film et tout ça. Ça raconte l'histoire donc d'Estrella, étoile, qui après la mort de sa mère rejoint une communauté d'enfants, tous orphelins, qui sont devenus orphelins, ça se passe au Mexique, qui sont devenus orphelins après la mort de leurs parents, puisque comme on vous en... Non mais leurs parents ont pu se barrer, Olivier. Non mais puisque comme non mais attention, parce que comme vous le savez, comme le savent les auditeurs les spectateurs de Cheap Thrills, on vous en a déjà parlé quand on parlait de Low Life au Mexique, il y a un trafic d'organes et du coup il y a plein de gens qui disparaissent comme ça et c'est un sujet, moi c'est pour ça que j'en parlais avec Issa sur Twitter, pas plus tard que cet après-midi, et je lui disais que c'était un sujet que je ne connaissais pas. Monsieur a ses entrailles. Et c'était un sujet que je ne connaissais pas et que ça m'a beaucoup sensibilisé à ce sujet-là parce que j'en avais entendu parler que dans Low Life. Et c'est un film donc elle se retrouve dans cette communauté d'enfants et ils vont se retrouver mêlés à une espèce de guéguerre entre gangs, si tu veux. Tu vois, parce qu'ils ont le portable d'un mec qu'on a filmé en train de tuer quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Et c'est un film aussi où il y a beaucoup de fantastique, en fait, dedans. Parce qu'il y a des apparitions, il y a des fantômes, il y a la mère d'Estrella qui revient à certains moments et tout ça, sous la forme de fantôme. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que le film il y a un message politique, il y a un message social qui est très fort, mais il y a aussi une poésie macabre, une poésie, un réalisme magique, comme on dit, qui déplairait pas à quelqu'un comme Guillermo del Toro, qui a un peu fait ce genre qui a eu un peu eu ce genre d'approche, par exemple pour Labyrinthe de Pan, par exemple. Là, on est un peu dans un univers. Bon, après, toute proportion gardée, je ne dis pas que ce film est à comparer au Labyrinthe de Pan, qui est un monument, mais c'est un film qui mérite vraiment pour moi son prix, parce que il ressort vraiment dans la sélection. C'est-à-dire, c'est un film qui a du cœur, c'est un film qui a beaucoup d'imagination, qui a très peu de moyens, mais tous les effets fantastiques sont très bien foutus. Il y a des images vraiment très poétiques, très macabres, très belles, et c'est un film unique parce que les gamins sont géniaux. Je veux dire, la gamine Estrella, Paola Lara et Shine, là, le boss un peu de la bande qui s'appelle Juan Ramon Lopez, ils sont extraordinaires, les gamins. Alors je ne parle pas espagnol, donc c'est toujours difficile de juger le jeu de quelqu'un dont tu ne parles pas la langue, mais ils sont très crédibles et c'est très émouvant, c'est très beau, c'est très dur et c'est
ça mérite entièrement son prix. La sortie, alors moi la sortie n'est pas prévue, je crois pour l'instant, mais vu qu'il a eu un prix, peut-être. Il a eu un prix, et puis je crois que le... Stephen King en a parlé aussi. Il a fait la promo du film. Le film est très solide, le film est très très beau, le rythme est parfait. Allez voir ce film quand il sortira. Et le bonheur de la réalisatrice. Ouais, elle était super contente. Quand elle a eu le premier prix, elle est venue sur scène. On voyait qu'elle était émue, que c'était trop... Enfin, on te parlait de cœur, mais tu vois vraiment qu'elle a mis son cœur dans le film. Et après, elle est revenue, mais limite, elle était gênée. Mais ça, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle dit, j'ai été heureuse, mon vieux. Oh là là, soy contenta. Je suis désolé, je sais même pas si on dit ça. Podemos decir que es Oh, je sais pas. À toi, Geoffrey. Oh putain. Ça sera coupé, tout ça sera coupé. Bien, c'est ça, l'émission est bientôt arrivée à sa fin. Alors, c'est le film de clôture. Et la clôture, du coup, aussi de notre émission. Et de notre amitié, hein, vous avez pu le constater. C'est ça. Donc, vas-y, parce que ça arrive rarement, mais après, c'est pas aussi... nos avis ne sont pas aussi différents. Non. Mais nous ne sommes pas totalement d'accord. J'aime beaucoup le film aussi, ce qui arrive rarement, vas-y. Parce que quand ce film a été annoncé, ça a été les hurlements sur Twitter, dont moi, j'ai hurlé. Toi et moi, on en parlait depuis un certain temps, on se disait, mais il devrait passer au pif, ce sera parfait qu'il passe au pif. Ils se sont battus, il a failli passer les nains, ils n'ont pas réussi. Avec la Toho, ils se sont battus. Et quel est le film? C'est Shin Godzilla. Shin Godzilla, qu'on a eu la chance, l'honneur, le bonheur de voir en salle. J'avais dit que je devais me calmer, en fait, je me suis pas calmé. Qui est réalisé par Hideaki Anno, qui est connu évidemment pour Neon Genesis Evangelion. Ouais, c'est ça, c'est le créateur. C'est le créateur, rien que moins. Réalisé également par Shinji Higuchi, qui est habitué aussi aux grosses bestioles, parce qu'il avait réalisé notamment l'adaptation filmique de l'Attaque des Titans. Oui. Donc, en 2 parties, ouais. Voilà. Il a travaillé aussi beaucoup dans les FX. Il a travaillé dans les FX de Gamera, d'un Gamera en 3 parties. Oui, voilà. Et il a travaillé aussi sur la version 84 de Godzilla, je crois. Donc, des mecs qui s'y connaissent. Le film est scénarisé par Hideaki Anno. Très important, qu'est-ce que ça veut dire? Shin, mine de rien. Shin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ça veut dire meilleur film de l'univers avec une créature géante. Ça veut dire tout simplement ça. Non, c'est pas vrai. Non, ça veut dire nouveau, supérieur ou nouveau. Véritable, le véritable ou Dieu. Ouais. Ça veut dire ça. Donc... J'avais dit que je me calmerais, mais je suis pas calme. Détends-toi, Geoffrey, détends-toi. J'ai chaleur, C'est Godzilla, là. C'est ça. Et donc, c'est un reboot de Godzilla. Les gens dans Godzilla, dans le film, dans Shin Godzilla, ne connaissent pas Godzilla. Donc, au début du film, il y a comme une sorte d'éruption en pleine mer. Ils se demandent d'où ça vient. Et le film a ça de très particulier, et c'est une raison pour laquelle que Gilles a moins accroché, c'est parce qu'en fait, il y en a eu 1 milliard de films Godzilla, avec différents styles, différents tons, du plus léger au plus fort, plus dur, comme le tout premier Godzilla, mine de rien, qui était vraiment très premier degré, qui était très attaché à l'histoire japonaise. Là, il s'inscrit plus dans cette suite-là. Donc du coup, on a le point de vue, non pas des Japonais, des gens qui vivent et qui subissent du coup l'attaque directement de Godzilla, mais on suit le gouvernement japonais, tout ce qu'il y a autour du gouvernement japonais, et tout le poids de leurs décisions, de ce qu'ils subissent par rapport à ce qui arrive, et comment ils doivent agir, et que la moindre petite chose, la moindre petite décision ou non-décision va avoir d'énormes conséquences sur ce qui se passe. Donc ce n'est pas simplement le phénomène Godzilla qui cause une destruction, c'est aussi leurs actions qui ne sont pas toujours les bonnes. Avec, encore une fois, par exemple, le fait qu'il faut passer par différentes personnes, vu que c'est extrêmement qui est extrêmement vertical, c'est très compliqué. Donc au bout d'un moment, ils horizontalisent les choses et c'est beaucoup plus simple. Donc c'est très particulier. Comme j'ai pu lire, Anno a vu Social Network et a beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'au sortir de la salle, je me suis dit, on a l'impression qu'il y a eu Aaron Sorkin a travaillé sur le film. C'est-à-dire que c'est un film qui est extrêmement dialogué. Il y a beaucoup de scènes de dialogue. Mine de rien, il y a finalement assez peu de scènes avec Godzilla. C'est égrené au milieu, tout au long du film. Et on a des gros blocs comme ça. Sauf que, heureusement, en tout cas à mes yeux, ce n'est pas ennuyeux parce que c'est extrêmement dynamique. Je sais ce que tu vas dire sur le côté qui est du coup moins humain.
Mais parce qu'on en a déjà parlé, mais du coup, moi je trouve que ça n'oublie pas le côté humain, parce que justement, on voit la réaction des différentes personnes, et qu'ils ont une réaction quand même humaine. Soit ils sont extrêmement perdus, soit ils sont terrifiés, ou au moment où l'attaque se veut plus concrète pour eux, parce que finalement, pendant une bonne partie du film, ils voient l'attaque qu'à travers des écrans, ils sont jamais directement sur place, ils sont jamais directement impactés par ce qui se passe. Et voilà, donc du coup c'est extrêmement dynamique, et pour moi ça, du coup je lis même pas mes notes, ça sert à rien. Du coup, ça rend encore plus fort les passages avec Godzilla, parce que ça s'est amené de manière forte, et... Ça crédibilise vachement ces apparitions. Et oui, et ça crédibilise, parce qu'en fait, le film, pour moi, il est profondément réaliste, profondément crédible. Ah oui. C'est basé, mine de rien, sur ce qui s'est passé à Fukushima. Il fallait forcément un événement horrible comme Fukushima pour réveiller la créature, littéralement. Et c'est une critique cinglante du gouvernement japonais, de l'inertie du gouvernement japonais, et qui a amplifié du coup les conséquences de Fukushima. Et c'est exactement la même chose avec Godzilla. Je vais te laisser du coup non, parler. mais c'est... Après, moi j'ai trouvé ça très bien. Enfin, tout ce qui est concernant le monstre et tout l'aspect technique du film est extraordinaire. Je veux dire, les apparitions du monstre, le design du monstre, l'évolution, parce qu'il évolue. Son traitement, ouais, voilà, tout son traitement est vraiment excellent. Moi, je trouve qu'il y a un côté très old school qui est vraiment bien amené. Ils ont réussi à faire l'équilibre, en fait. C'est la première fois où on voit dans un Godzilla japonais un Godzilla numérique, réalisé en image de synthèse. Sauf que finalement, on peut dire que ce Godzilla, en fait, c'est un homme qui est dedans, et il y a juste un costume en image de synthèse. Oui, c'est de la motion capture. Entre les deux. Moi, je l'avais déjà vu 2 fois avant de le voir en salle, et c'était extraordinaire de le voir en salle, parce qu'il y a des scènes qui sont d'une puissance et qui ont un souffle épique qui est vraiment qui te prend la gueule. Et des moments, c'est vraiment tellement puissant avec la musique. Cette musique est extraordinaire. BO qui reprend beaucoup des thèmes originaux de Fubuki d'ailleurs. C'est ça. C'est la BO est réalisée par Shiro Sakitsu, qui a travaillé également sur Evangelion. Il reprend d'ailleurs on reconnaît des thèmes d'Evangelion. Voilà, qui reviennent d'Evangelion. Mais visuellement, encore une fois, l'approche est géniale. Visuellement, il y a même dans le montage, même dans les scènes politiques et dans les scènes de bureau, tout ça. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que je n'arrive pas à me sentir investi dans cette accumulation de scènes de bureaucratie et de scènes de couloir et il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on voilà, moi, en fait, techniquement, je vais le dire tel que je le pense, je m'en fous. Vraiment, voilà, très clairement, je m'en fous, quoi. Comment on va péter la gueule à Godzilla, quelle bombe on va utiliser, toutes ces scènes où t'as un mec qui apparaît, puis on voit son nom, responsable bidule, où ils sont 12 000, et en plus, c'est des acteurs qui sont extraordinaires. Il y a des acteurs qu'on a vus chez Sonotion, il y a des acteurs qui sont des légendes. Mais finalement, il y a tellement de gens, on développe pas de personnages, et il reste quand même, il y a certains personnages qui restent comme des fils rouges. Oui, mais finalement, ils ne s'expriment jamais en tant qu'être humain. Ils sont là plutôt comme des vecteurs de la bureaucratie japonaise et de la politique japonaise, à mon avis. Et le truc, c'est que moi, ce qui me choque, c'est l'idée de... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aurais préféré, c'est, comme je disais sur Twitter, c'est une approche à la The Host, moi, ce que je trouve The Host de Bong Joon-ho, où on se concentre sur quelques personnages qu'on développe vraiment et où on comprend ce que c'est que quelque chose comme ça qui t'arrive vraiment. Et qui est limite, en termes de réalisation, qui est des plans plus près du sol, où on se rend compte vraiment de l'échelle de ce qui est en train de se passer, où on se rend compte vraiment du côté mythique et du côté mythe divin presque de Godzilla. Et c'est ça qui me manque. Et après, le film est très bien. Et même les scènes, si tu veux, moi, ça fait 3 fois que je le vois, ça suit, je m'ennuie jamais, hein, tu vois. Mais techniquement, je veux pas entendre parler de comment on va faire, avec quelle méthode de cryogénisation ou de quel truc, de quelle bombe, de quel machin, on va péter la gueule à Godzilla. Ok, ça peut apparaître dans le film. Je sais que c'est une tradition et et le discours politique est très, je l'entends, tu vois. Mais ça m'a mis à l'extérieur du film. Et en plus, j'avais les boules parce qu'en sortant, c'est vrai que tu voyais la réaction des gens. J'ai jamais été aussi jaloux, quoi. C'est vrai que, tu sais, t'es super jaloux, t'es vénère. Surtout que t'étais à côté de moi et vous avez adoré, tout le monde a adoré. Tous ceux avec qui, bien sûr. Le seul qui était un peu plus mitigé. Tu vois, non mais je dis un film, comme je disais, c'est un film de réunion, quoi, pour moi. Mais bon, après, trop de scènes de réunion. Ouais, c'est pas non plus la Kojip versus Godzilla. Si, c'est la Kojip versus Godzilla. Non, mais en plus, je trouve que justement, on n'oublie pas le côté humain. Ils sont pas froids, ils sont pas froidement politiques à prendre comment dire, prendre des décisions de manière froide et très distancée. On voit que le Premier ministre
il est paumé, il est terrifié, Ouais. il est écrasé par le poids de ses responsabilités. Il ne sait pas comment faire, et encore une fois, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que on l'a vu, il y a eu 1 milliard de films de Godzilla, avec Godzilla, il y a eu beaucoup de films avec des monstres, notamment même aux États-Unis. On suit tout ça, il y a eu le Godzilla américain récent. Pareil, on suivait de près des personnages avec un énorme pathos extrêmement lourd. Voilà. Après, moi, j'imagine une chose, et j'espère que ce sera le cas, qu'il y ait une suite, et il y aura forcément une suite. Et il y aura en tout cas un autre Godzilla. Il n'y aura pas une suite tout de suite, on peut le dire. C'est Legendary Legendary qui a fait un contrat avec la Toho. Il ne peut pas y avoir de suite avant 2020. Ouais. Donc, et moi j'imagine très bien une suite avec un point de vue, comme toi tu voudrais. Ouais. Comme ça, on aura eu un point de vue, on aura eu un autre Bien point sûr. de vue. Et ça serait vraiment passionnant. Et ça donnera encore plus de richesse à ce qu'on voit Ouais. et encore plus de force. J'avais fait plein de notes, donc je sais plus, mais en tout cas... Pour moi, c'est vraiment un pur film d'auteur parce que j'ai lu les propos de Anno bien avant qu'il y ait un Godzilla, même qu'il ait l'idée de faire un Godzilla. Il parle de son traumatisme de l'ère nucléaire, de son traumatisme de la guerre froide, de son traumatisme de vivre dans la campagne japonaise qui est terrifiée qui a peur de l'arrivée du cataclysme nucléaire. Donc du coup, pour moi, il a vraiment mis ses tripes dans ce film. Et en plus... Pour moi, ce film est une leçon. Pour moi, ce film est une leçon. Dans une période où il y a 1 milliard de suites, de reboots, de remakes, ce film est une leçon parce qu'il y a des films qui se basent... Et en plus, le film a dû être écrasé par toute sa tradition, par toute son histoire. Et finalement, il s'appuie de manière... comme il faut sur ce qui a déjà existé, sur la tradition. C'est-à-dire avec simplement des petits clins d'œil, à travers notamment, encore une fois, la musique absolument sublime du premier opus. Il s'appuie là-dessus pour aller vers l'avant, pour aller vers de la modernité. Et c'est une leçon pour moi, parce que c'est quand tu vois qu'ils ont enfin, dans le fan service, dans la lourdeur, et qu'ils n'arrivent pas à aller de l'avant, tu vois, enfin, c'est bête, mais à Star Wars 7, ils osent pas aller de l'avant, parce que il faut rendre hommage, il faut s'appuyer, il faut pas oser. Là, ils osent, ils rendent un hommage ultra humble. C'est pas évident en plus ce qu'ils proposent dans le film. Même dans l'approche de Godzilla, hein, c'est super couillu. Il y a des trucs. C'est super curieux. Dans le design. Avec le Godzilla qui évolue, quand on voit le Godzilla de la première forme, il est presque pitoyable. Donc, et au fur et à mesure, il évolue. Et la musique, encore une fois, la musique de Shiro Sakizu, elle est incroyable. Et après, je comprends totalement ton point de vue et tout à fait justifiable. Et moi, limite, je suis presque surpris d'aimer ça, alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de travail sur les politiques, etc. Mais pourtant, je sais pas, moi, il y a des films comme ça par année qui me retournent et je suis extrêmement... vous voyez, c'est génial. Moi, il y a peu de films qui m'ont fait ça. Il y a des films comme Mad Max Fury Road, comme justement un autre film de créature avec Pacific Rim. Il n'y a que des films comme ça qui m'ont fait ressentir un truc incroyable. Et ce film-là, c'est le cas aussi. Après, on l'a vu dans des conditions très particulières. C'est génial. Ça sera peut-être la dernière fois que ça sortira. Et ça, j'en suis triste. Mais du coup, voilà. Donc, c'est à mes yeux un film absolument gigantesque. Malheureusement, qui n'est pas disponible en France. Il n'est pas sorti en France en salle, il n'est pas sorti en France non plus en Blu-ray ni en DVD. C'est une énigme, je ne comprends pas. On avait remarqué que la salle était méga blindée, je pense que c'est la salle la plus blindée que j'ai jamais vue. Ça, je ne comprends pas du tout. En France, on a eu le droit récemment à une belle édition du premier Godzilla, une magnifique édition. Celui-là, il n'y en a pas. Vous pouvez aller en Angleterre, il y en a une. Vous pouvez le prendre. Moi, c'est ce que je vais faire. En Allemagne, il y en a une aussi. En Allemagne, il y en a une. En Angleterre, vous pouvez le prendre tout ça. Il y a les sous-titres en anglais, donc du coup, ça reste un peu plus jouable. Accessible. C'est incroyable. Il y a eu un artbook, évidemment, qui n'est pas sorti non plus. Il y a la BO. Même sur Spotify, on peut même écouter la BO. Elle est bloquée de manière géographique. Donc, c'est incroyable. On n'a pas le droit d'avoir accès à ce film-là. Et apparemment, le PIF, on a chié auprès de la Toho. Auprès de la Toho. Et bravo et merci à eux, vraiment. Moi, je fantasmais de voir ce film-là au PIF. Je fantasmais de voir ce film dans une belle salle comme le Max Linder. Et là, vous avez vu, j'étais extrêmement calme sur tous les films dont j'ai parlé. Là, j'ai un amour le plus absolu pour ce film. Et je comprends totalement tes réserves. Je comprends les réserves qu'il peut y avoir sur ce film. Que j'ai beaucoup aimé aussi, hein, mais c'est sûr, comparé à toi, voilà. Les scènes avec Godzilla sont incroyables, c'est du jamais vu, c'est une puissance, elle est montée par une musique wagnérienne presque, une musique avec les chœurs incroyable, Mais je crois que j'aurais été moins dur avec le film si j'avais pas été aussi soufflé par le reste, en fait, tu vois. Ouais, je comprends. Parce que je pense qu'on est pour très moi, en tout contrasté, cas, selon mes goûts, on est passé à côté d'un juste, ce qui est le cas pour plein de gens, le monument du film de kaiju moderne. Pour moi, c'est le kaiju Ega ultime, à mes yeux, mais...
Voilà, tout ça pour dire que c'est bien, c'est qu'on a eu, il y a une confrontation entre toi et moi pour une fois, enfin, confrontation entre guillemets, on s'aime quand même, hein, toujours, et voilà, donc le PIF cette année c'est terminé, on espère que le programme sera toujours aussi beau l'année prochaine, qu'ils ont déjà annoncé une nouvelle édition, on est super heureux. Merci à Cyril Despontin, merci à Fausto Fazulo pour le boulot qu'ils font, qui est énorme, et à tous les gens qui j'imagine qui voient les films et qui les sélectionnent en amont. C'est ça. Et à tous les bénévoles aussi, parce que qui font un boulot d'accueil qui est extraordinaire et d'organisation qui est vraiment super carré. Toute l'équipe du Max Snyder qui accueille un tel festival, encore une fois, dans un si bel écran. Voir le cinéma qu'on aime dans un si bel écran, c'est un bonheur incroyable, et voilà. Donc en tout cas, on essaye aussi de vous dire un peu où vous pouvez voir les films, parce que tout le monde n'habite pas à Paris, tout le monde ne peut pas forcément voir les films au Max Snyder. On essaie de vous montrer un peu où vous pouvez les voir. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette émission qui, comme d'habitude, devait être courte, finalement, et longue. Je ne sais même pas combien, on en est à combien, Olivier, tu sais pas? On sait pas. C'est 50 minutes. 50 ouais, minutes, 50 minutes. Ici, Blanche Aurore. Blanche Aurore et Nathalie qui s'occupent des relations presse pour le PIF, qui sont adorables aussi, et tout le monde est super bien, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Mais bien, celui-là, il m'a aidé en fait, parce qu'en fait, comme j'étais un peu un noob au niveau de Godzilla, là ça me permet un peu de recadrer un peu, de montrer les différentes époques de Godzilla, etc. J'ai lu la critique dedans après l'avoir vu, et c'est vrai que j'ai retrouvé pas mal de choses de ce que je disais, Aaron Sorkin et compagnie, j'ai retrouvé un peu tout ce que je disais. Je ferme ma gueule, Godzilla. Essayez de le voir, il est pas si difficile à trouver, même si, voilà, en France, c'est un peu compliqué. Voilà, donc, on va vous laisser. Merci, voilà, et on vous redonne rendez-vous pour un prochain épisode qui sera sans doute un épisode classique. Et on se retrouve du coup en 2018, parce que là, c'était le dernier épisode de cette année. Bonne année, joyeux Noël. Bonne année. Voilà, et Happy Hanukkah et tout le tintouin. Voilà. Bisous, bisous. Salut les amis. À bientôt. Ciao.